Bonjour à tous, donc je m'appelle Amandine et je viens d'Henri Mondor à Créteil et de réanimation médicale. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prise en charge infirmière, cette fois-ci des patients en choc septique. Ça, c'est pour succinctement vous présenter un petit peu le déroulé de la présentation, à savoir qu'on va voir le rôle infirmier dans le diagnostic, dans l'administration des traitements, dans la surveillance et les différents moyens de prévention. En introduction, qu'est-ce qu'on peut dire sur le choc septique? Que c'est une pathologie grave qui associe une mortalité de 50%, que c'est la première cause des états de choc. Je vous ai mis à titre informatif la fréquence des sites infectés et bien entendu, il s'agit d'une urgence dans la prise en charge des patients. Je ne vais pas reprendre ce que Sébastien a très gentiment détaillé précédemment. Le sepsis 3.0, qu'est-ce que c'est? Ça a été vu, donc, comme je disais précédemment. Nous, on s'intéresse au choc septique. Donc, c'est un sepsis à la base avec la nécessité d'avoir des drogues, un lactate élevé, malgré des remplissages. Voilà, c'est pour vous... Bref, dans le diagnostic du choc, le rôle infirmier est très important dans le monitorage multiparamétrique, c'est-à-dire la vision qu'on peut avoir en scopant un patient d'une éventuelle hypotension, d'une désaturation. Le diagnostic se fait aussi précocement à travers les différents signes de gravité, les signes cliniques évidents comme les marbrures, une cyanose, les signes de confusion, d'agitation anormaux. Elle se fait aussi avec, comme on l'a dit précédemment, le lactate qui est le marqueur de gravité du choc. Au niveau de la porte d'entrée, donc c'est assez évident pour des portes d'entrée visibles, comme des abcès, une pyurie, des lésions purpuriques. C'est moins évident quand on n'a pas idée du micro-organisme. C'est pour ça que les prélèvements infectieux sont une nécessité absolue à travers les hémocultures. Je ne vais pas vous détailler tous les prélèvements infectieux. J'ai mis qu'ils sont à faire au mieux avant l'initiation, au mieux parce qu'il y a quelques quelques moments où on préfère d'abord lancer par exemple l'antibiothérapie et après secondairement faire les examens, comme par exemple dans les syndromes ménagers où l'APL liée à la difficulté, c'est un grand mot, mais à la longueur de mise en place de ce prélèvement, on préfère lancer l'antibiothérapie. Mais sinon, c'est en priorité, immédiatement, le prélèvement anti-infectieux, puis l'antibiothérapie. Les traitements de l'infection. Le traitement de l'infection, comme on l'a vu, c'est les antimicrobiens. Il s'agit d'une administration en urgence. Initialement, le traitement est souvent empirique, avec une adaptation secondaire aux germes, selon le germe retrouvé au direct ou selon l'antibiogramme. Ça, c'est plutôt médical. Ils sont adaptés au poids du patient, à son fonction rénale et à sa fonction hépatique. C'est juste le rôle infirmier, il est à ce moment-là de peser le patient à son arrivée, ça a toute son importance à ce moment-là. Et comme tout traitement, surtout les antibiotiques, ils ont des effets indésirables. Du coup, le rôle infirmier aussi de surveiller précocement les différents signes d'intolérance et d'allergie. Dans le choc septique, il faut aller vite. Aller vite, pourquoi? Donc, on a déjà vu ce graphique tout à l'heure, mais il met quand même bien en valeur le fait que moins les patients ont rapidement une antibiothérapie adaptée, plus ils décèdent. Là, on voit que entre 2 et 3 heures après le début de l'état de choc, 40% des patients décèdent faute de traitement adapté. Le traitement de l'infection, cette fois-ci, il est par le traitement de la porte d'entrée. Donc pour un cathéter ou un porte-à-cat, une émoque sur un pack qui revient positif, c'est assez simple. On retire les dispositifs infectés. Pour une plaie ou une collection purulente, on la désinfecte, on draine. Et si jamais la raison de l'état de choc, c'est par exemple une péritonite, on prépare assez rapidement le patient pour le bloc pour qu'il y ait une prise en charge au plus rapide. Le traitement du choc, cette fois-ci, le premier traitement, c'est le remplissage vasculaire.
donc avec des cristalloïdes isotoniques, à savoir du sérum Phi. Il faut s'assurer d'avoir une bonne voie de perfusion qui est dédiée, c'est un grand mot, mais qui est réservée pour le remplissage. Il faut faire attention parce que tout ce que vous avez dans votre tubulure risque d'être bollucé. Du coup, il faut s'assurer de l'absence de... que ce soit pas délétère pour le patient qui a un bolus. Ça se perfuse rapidement. Je vous ai pas mis le temps réel parce que c'était assez peu significatif. Ça dépend du remplissage que vous faites. Néanmoins, ça s'administre le plus souvent à la poche de contre-pression pour avoir un début de perfusion important. Comme tout traitement, il faut évaluer son efficacité. L'efficacité hémodynamique est très importante avec le recueil de la fréquence cardiaque, de la tension avant le remplissage et après le remplissage pour pouvoir s'assurer d'une efficacité du remplissage. Et il faut aussi évaluer l'absence évaluer sa tolérance par l'absence de désaturation associée au remplissage. Voilà. Le traitement du choc, le deuxième traitement, c'est la noradrénaline. Principalement, ça se fait 6 échecs de remplissage sur une voie dédiée. Il faut faire très attention à l'administration avec un débit continu, sans à-coups. Il ne faut pas qu'il y ait d'hypertension associée. Ça augmenterait de manière délétère la post-charge. Pour l'administration de catécholamine, donc de noradrénaline, il faut une mesure invasive et continue de la pression artérielle. C'est à ce moment-là que l'indication de la pose du cathéter artériel se fait. On la débute temporairement sur une voie veineuse périphérique, temporairement parce que c'est un vénotoxique important et qu'une extravasation peut avoir des conséquences très importantes. Le traitement du choc, quand intubé, je vous ai mis les motifs pour lesquels on intube de manière systématique, à savoir une incapacité du patient à maintenir une hématose correcte, au moins 90 de SAT, des troubles neurologiques. C'est sûr que devant un coma, la question de l'intubation se pose réellement. Devant des signes de lutte respiratoire, un épuisement du patient, visible ou décrit par le patient lui-même, une aggravation hémodynamique malgré le traitement, et j'ai mis autre parce que le choc septique en lui-même peut être une indication à l'intubation. Les autres traitements du choc, comme on l'a vu, il y a les corticoïdes qui peuvent être administrés à faible dose, si noradrénaline à forte dose. La gestion de la température, il faut viser la normothermie parce qu'il faut savoir qu'une fièvre augmente les besoins en oxygène et que ça, dans l'état de choc, c'est très délétère. Il faut plus ou moins prévoir un refroidissement externe, à savoir que le refroidissement externe doit se faire sans frissons qui eux-mêmes augmentent les besoins en oxygène. Dans les autres traitements du choc, il y a le contrôle d'une normoglycémie. Le maintien d'un état nutritionnel correct, même si ça arrive dans un second temps, et la prévention des différentes complications qui sont liées à la réanimation, à l'agression de l'infection et à l'immobilisation. Donc, dans la surveillance infirmière, elle se fait par monitorage continu avec des objectifs de PAM clairement définis et des alarmes qui permettent d'alerter en cas d'hypotension et aussi en cas d'hypertension, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est délétère. Pareil pour les alarmes au niveau de la saturation. Un monitorage continu électrocardiographique. Avec le dépistage des différents troubles du rythme comme l'ACFA, la température, ça on l'a vu tout à l'heure, et la surveillance de la diurèse qui peut signer précocement une dysfonction rénale. La surveillance, elle se fait aussi à travers la régression des signes du choc, comme on l'a vu tout à l'heure, les marbrures, la cyanose, et avec la diminution du lactate. La surveillance, elle passe par les différentes complications qui peuvent être induites par les traitements. On a vu les complications liées au remplissage, des vasopresseurs aussi. Il y a les complications liées aux sédations, à savoir que précocement, s'il est possible de réduire de réduire la quantité de sédation apportée au patient, ce ne sera que favorable sur sa neuromyopathie ou son délirium.
Il ne faut pas oublier qu'associé à l'état de choc, il y a d'autres complications qui peuvent être un peu plus, qui ne se voient pas forcément à la phase initiale, mais que toute hypotension a des répercussions majeures sur le patient, qu'il est terrible de constater que parfois un patient peut récupérer d'un état de choc initial et finalement décéder sur une translocation digestive liée à une ischémie mésentérique. Donc ça fait partie des axes infirmiers majeurs, à savoir la prévention des différentes complications et surtout la prévention des hypotensions. L'infirmier a aussi un rôle dans la prévention des infections nosocomiales. En effet, le choc septique induit une immunodépression. Cette immunodépression dans l'immunodépression, il y a un risque majeur d'acquisition d'infections nosocomiales et le rôle infirmier là est dans la prévention et dans le diagnostic précoce des différentes infections secondaires à l'état de choc. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le choc septique, c'est une pathologie grave avec un taux de mortalité très élevé, que le pronostic de ces patients dépend essentiellement de la qualité de la prise en charge et dépend de la qualité de la prise en charge infirmière. Et c'est grâce aux connaissances des infirmiers sur la pathologie, sur leur rapidité de mise en œuvre des thérapeutiques, qu'ils jouent un rôle majeur. Je vous remercie.